Bonjour à tous, merci de vous être rejoints à nous ce midi. Mon nom est Mélanie, je suis agente de communication et photographe et je suis aussi la personne responsable des cartes narratives chez Agiro. Donc, ce midi, on va vous présenter notre première carte narrative de 2022 sur l'aménagement durable du territoire. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à notre directrice générale, Mélanie Deslongchamps, qui va vous présenter la carte narrative ce midi. Bonjour à tous. Je suis Mélanie Deslongchamps, je suis directrice d'Agiro. Tout d'abord, je vais dire d'entrée de jeu, là, je ne suis pas une spécialiste de l'aménagement du territoire, je n'ai pas un doctorat dans ce domaine-là. Par contre, je suis une native du territoire, je connais bien l'aménagement de ce territoire-là, j'ai participé depuis des années à de nombreux comités. J'ai travaillé avec de nombreuses personnes partout, de toutes les municipalités, aussi avec la communauté métropolitaine de Québec, avec les gens du ministère de l'Environnement. Donc, c'est parce que j'ai une bonne connaissance du territoire que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui cette carte narrative-là sur l'aménagement du territoire. N'hésitez pas à poser vos questions là, tout au long de ma présentation. À la fin, là, je pourrai y répondre. Comme je dis, je ne me prétends pas une spécialiste, mais je pense que je connais bien le territoire. Puis l'objectif, c'est de vous faire comprendre comment l'aménagement du territoire peut avoir un impact sur la qualité de nos plantes. Donc, je vais commencer comme je fais souvent là, quand on fait des cartes narratives pour vous aider à bien vous situer là, si vous voulez récupérer la carte narrative sur notre site Internet dans la section Apprendre, carte narrative. Vous allez retrouver toutes nos cartes narratives qui ont été faites jusqu'à maintenant. Donc, il y en a quand même plusieurs. Donc, celle que Mélanie a dit tout à l'heure, c'est celle-ci là, que je vous présente aujourd'hui. Donc, on voit une très belle image là, du lac Saint-Charles et des montagnes tout au nord. Donc, ça met bien en situation le territoire là, où se situe le lac Saint-Charles. Il est, dans le fond, à 20 minutes du centre-ville de Québec. Donc, on voit quand même bien là, sur cette image-là qu'il y a du développement tout autour, au niveau du sud du lac Saint-Charles, notamment, il y a toute la municipalité, l'ancienne municipalité de Lac-Saint-Charles, dont l'école ici et nos bureaux tout au bord là, du Lac-Saint-Charles. Donc, on voit là qu'il a quand même été urbanisé au fil des années. Puis, on voit encore des traces un peu là, du moment où il était plus agricole, où on voit encore là, certaines bandes de gazon qui étaient à l'époque des milieux agricoles. Si je vous mets aussi en contexte, le bassin versant a eu une croissance démographique très importante. Parce que quoi? Parce qu'on est au centre, on est à 20 minutes de Québec, je l'ai dit. Donc, c'est sûr que les gens, avec l'arrivée de la voiture dans les années 50, en fait, il a commencé à avoir de plus en plus de monde qui vont rester en banlieue, aller travailler au centre-ville. Donc, il y a eu finalement une grande forte croissance qui ont dit que à certains endroits sur le territoire, c'est même des croissances jusqu'à 783%. Les municipalités se sont vraiment développées on dit qu'entre 70 et 2006, le boom était là, mais il y a aussi, on va le voir sur d'autres cartes, continué à avoir du développement sur le territoire les dernières années. Donc, dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles, l'ensemble du bassin versant de la rivière Saint-Charles, c'est un bassin versant qui est assez petit. Donc, un bassin versant, c'est toute l'eau qui coule à partir de la crête des montagnes jusqu'à un point donné. Là. Donc, dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles, l'eau va finir par se jeter dans le fleuve Saint-Laurent. Et dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles, on a 550 km² de territoire. Mais il y a beaucoup de monde qui y vivent, principalement, évidemment, autour du centre-ville puis dans le sud du bassin versant. Mais il y a aussi quand même une occupation là, dans le nord, où on est à un peu plus de 45 000 habitants dans le bassin versant de la prise d'eau potable de la ville de Québec. Donc, si on voit, on regarde de plus près, on peut, ce qui est le fun avec les cartes narratives, vous allez avoir accès aussi, vous pouvez aller cliquer ensuite, aller voir qu'est-ce qu'il y a eu comme développement sur le territoire les dernières années.
Donc, si on regarde sur le territoire, par exemple, de Stoneham, plus qu'on approche, plus qu'on va voir qu'est-ce qui est aidé. En fond, en orange, on peut voir les maisons qui étaient là en 2008, puis en 2018, on a fait la différence. Là, donc, on voit où il y a eu les aménagements sur l'ensemble du territoire. Donc, on peut voir un peu partout, on peut aller se promener sur la carte. Vous avez accès, vous aussi, pour voir où sont les principales expansions qu'il y a eu sur le territoire. Donc, voilà. Et puis, si vous voulez, on va continuer. Donc, je vous ai déjà parlé du bassin versant, c'est quoi? Je vous l'ai dit, c'est tout ce qui coule à partir des montagnes vers un point bas. Et en fait, souvent, je vous le réexplique parce que quand l'eau passe sur un territoire, elle va se retrouver, c'est sûr, en passant, elle va amener des polluants, que ce soit des sels de voirie qu'elle va lessiver sur son passage, ou que ce soit des installations septiques ou des pesticides, des engrais qu'on a mis sur notre terrain, l'eau, en passant, elle va ramasser et se retrouve dans un point bas. Souvent, comme les lacs sont souvent des points bas, mais c'est eux qui vont se retrouver comme une espèce d'entonnoir ou de bain où la matière va venir se décamper. Quand on regarde de plus près le territoire, on voit qu'il y a quand même différentes provinces géologiques. Il y a le bouclier canadien qui, dans le fond, tout le haut bassin versant de la rivière Saint-Charles. Puis, il y a aussi les basses terres du Saint-Laurent, qui est dans la partie plus moyenne Saint-Charles, je dirais. Et il y a les Appalaches là, dans le secteur plus bas. La topographie du territoire aussi est très importante pour bien définir et bien comprendre qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Puis, il y a eu un atlas qui a été fait, là, un atlas écologique qui a été fait en 1997. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'on étudie le bassin versant de la rivière Saint-Charles. Il a été fait par le ministère de l'Environnement. Cet atlas-là, elle avait pour but de bien justement connaître l'aspect géologique, puis l'aspect des sols, bien connaître les sensibilités du bassin versant. Il y a eu une analyse multicritère qui a été faite à ce moment-là pour connaître c'est quoi, sont où les zones inondables, sont où les zones où il y a des contraintes au développement. Et on a fait il y a plusieurs cartes qui ont été sorties de ces cartes-là, mais nous on vous en a mis deux dans la carte narrative. Il y en a une sur les aptitudes d'implantation des services urbains. Donc, on voit que plus que c'est en rouge, plus que il y a une aptitude à développer des services, plus que c'est en vert, plus que c'est difficile. Puis, il y a aussi une autre carte qui a été faite à l'aide des potentiels forestiers, horticoles, l'implantation des services urbains, la vulnérabilité des eaux souterraines, les milieux humides, les zones inondables et l'occupation du sol. Cette carte-là, c'est les niveaux de contraintes à l'urbanisation. Donc, on voit que plus qu'on est dans le haut bassin versant de la rivière Saint-Charles, plus qu'il y a des contraintes au développement. Donc, on sait, là, les montagnes, les milieux humides, les cours d'eau, c'est beaucoup plus difficile là, en termes de développement puis en termes d'impact sur les cours d'eau. Donc, ces cartes-là ont été faites dès 1997, donc on avait une connaissance dès ce moment-là qu'il y avait des problématiques et qu'il fallait faire attention lorsqu'on développait sur notre territoire. Donc, puis, pour pouvoir bien suivre, savoir qu'est-ce qui se passe sur notre territoire, pour pouvoir aussi comprendre l'évolution dans le temps, Agiro fait une carte d'occupation du sol. Il en a fait une en 2008, puis une en 2018, et il y en a une qui s'en viendra en 2023. On fait ça à partir de photos interprétation, puis on a vraiment bien délimité, on voit exactement jusqu'à la moindre piscine sur le territoire pour comprendre c'est quoi qu'il y a sur le territoire, quels sont les sols, combien de superficies imperméabilisées, c'est quoi les superficies en golf, en carrière, en sablière, en centre de ski, en développement, etc. Donc, si vous êtes curieux et curieuse, vous pouvez aller assez proche voir l'ensemble des utilisations du territoire, puis bien comprendre comme les pourcentages, comme je disais, là, de qu'est-ce qui est agricole,
ou qu'est-ce qui est urbain, dans le fond, sur le territoire. Donc, vous avez accès aussi à toute cette carte-là. Vous pouvez vous promener, vous pouvez aller voir qu'est-ce qui pourrait avoir comme impact. Il y aura d'autres cartes là, qui vont être aussi montrées un peu plus tard dans la présentation. Donc, dans le territoire, il y a maintenant environ 7% du territoire qui est imperméabilisé. Quand on dit imperméabilisé, c'est que l'eau ne peut plus s'infiltrer. Quand elle coule, elle va ruisseler vers soit un fossé ou encore vers un regard pluvial. Donc, il y a quand même, c'est quand même, ça peut paraître peu, 7%, mais c'est quand même beaucoup parce qu'à partir du moment où on dit 10% d'imperméabilisation, c'est vraiment, ça peut être de plus en plus problématique. Donc, il faut être conscient que l'imperméabilisation va apporter son lot de problèmes, soit en raison des inondations. Quand on imperméabilise un sol, l'eau se retrouve rapidement dans les cours d'eau. Donc, les cours d'eau gonflent rapidement, puis on se retrouve avec des inondations. Aussi, quand on imperméabilise, le sol ne peut pas faire son travail de filtration. Donc, l'eau va ramasser, dans le fond, tous les polluants sur sa trajectoire et se retrouver dans les cours d'eau. Donc, l'imperméabilisation, c'est une des choses à ne pas faire sur un territoire. L'objectif ultime, c'est d'essayer que tout soit perméable. C'est sûr qu'on ne peut pas tout rendre perméable, mais l'objectif pour que ça soit une eau de qualité, autant pour la qualité que la quantité, on doit vraiment surveiller le pourcentage d'imperméabilisation. Comme je vous dis, ça, c'est une des choses qu'on surveille avec cette carte d'occupation du sol. On surveille les superficies qui sont imperméabilisées, puis on peut le faire par sous-bassin versant. Parce que, par exemple, autour du lac Saint-Charles, si on regarde certains secteurs, il y a des petits sous-bassins versants, puis là, on va se retrouver avec, au lieu d'être 7% parce que le territoire est très grand, quand on parle du bassin versant de la rivière Saint-Charles, mais du haut bassin de la rivière Saint-Charles, mais si on parle, par exemple, d'un sous-bassin, des fois, on peut arriver à 30% d'imperméabilisation. Donc, cette carte-là d'occupation du sol, comme je vous l'ai dit, c'est super important pour plein de raisons, là, pour connaître dans un sous-bassin d'un lac, par exemple, le sous-bassin du lac Beauport, quelles sont les superficies imperméabilisées, qu'est-ce qu'il y a comme usage, il y a un golfe, il y a des résidences, etc. Donc, ça nous aide à mieux comprendre, quand on fait l'analyse de nos résultats de qualité d'eau, ça va nous aider à bien connaître, à bien comprendre ce qui se passe, puis pourquoi on a des problématiques sur notre territoire. Donc, découlant de tout ça, il y a des pressions au développement, puis qu'est-ce que ça a comme impact? La première chose, j'en ai déjà parlé, c'est les eaux pluviales. Quand l'eau tombe sur un territoire, elle va, à quelque part, c'est sûr, ça tombe sur un toit, elle va prendre la gouttière, elle va soit s'en aller, si la gouttière est connectée au réseau pluvial, ce qu'il ne faut pas faire, mais si elle est connectée au réseau pluvial, elle va prendre le réseau puis elle va se retrouver dans un cours d'eau. Si la gouttière, par exemple, elle est connectée à un jardin pluvial ou à un puits d'infiltration, là, elle va s'infiltrer dans le sol. Donc, le chemin de l'eau de pluie, c'est une autre chose que Agiro fait beaucoup, c'est de suivre ça, puis de collaborer avec les municipalités pour s'assurer que l'eau soit de meilleure qualité possible. Donc, c'est une des problématiques, je dirais, qu'on a, mais c'est aussi dans les solutions à mettre en place. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la qualité de l'eau? C'est de s'occuper de la gestion des eaux pluviales. Une problématique aussi qu'on a quand on aménage un territoire, puis qu'on est en montagne notamment, en fait, quand on veut s'assurer de la sécurité des usagers, on va mettre soit des sels levoiries ou des abrasifs. Donc, c'est aussi un intrant qui est important de surveiller sur le territoire. Ça va avoir des impacts multiples, notamment sur la stratification des lacs. Que ça veut dire ça, c'est qu'un lac, si tout d'un coup, il y a beaucoup, beaucoup de sel, il va se stratifier, il va devenir, tout le fond va être salé, puis ça va être difficile pour le lac que son eau se mélange. Le fond du lac va devenir salé et l'eau est très dense quand elle est salée, très lourde. Donc, quand il va y avoir du vent,
bien, le brassage ne pourra pas se faire puisqu'il va y avoir une stratification. Il y a aussi des métaux lourds qui sont amenés avec le sel. Il y a aussi des problématiques qui peuvent... Les sels vont provoquer aussi des efflorescences de cyanobactéries, en fait, des toxines. Donc, le sel est vraiment une des problématiques qu'on a en aménagement du territoire. Plus qu'on aménage en pente, plus qu'on a besoin de sortir de chez nous pour aller travailler, pour aller faire nos courses, bien, plus qu'on utilise de sel puis d'abrasif. Donc, c'est une des choses à prendre en compte en aménagement du territoire. Juste quand on a aménagé la route 175, qu'on a prolongé à Stoneham, la route pour aller vers Chicoutimi, on a vraiment vu l'augmentation sur le lac Saint-Charles du sel parce que on a construit une nouvelle route. On a dû évidemment amener une nouvelle charge de fondant à chaque année. Donc, la conductivité spécifique au lac Saint-Charles dans les années qui ont suivi a augmenté de 30 %. Bon, après discussion avec toutes les municipalités, tous les partenaires, on a vu que ça s'est un peu diminué, mais il y a quand même eu un impact rapide tout de suite au niveau de cette construction de route-là. Il y a eu un impact sur la conductivité, c'est-à-dire sur le taux de sel qui se retrouvait dans le lac Saint-Charles. Au niveau du développement domiciliaire, ben en fait, oui, pendant le développement, il va y avoir des impacts parce qu'on va brasser des sédiments, on va construire des rues, on va construire des maisons, donc on va couper des arbres, tout ça, donc il y a ça, mais il y a aussi le fait que ça se peut que le choix soit d'être sur installation septique. Et bon, maintenant, dans le bassin versant de la prise d'eau, il n'est plus vraiment possible de faire d'ouverture de rue sur installation septique, mais jusqu'à récemment, il y a eu beaucoup de développement dans le nord de Québec qui a été fait. Là, plus de 30 % des maisons, des résidences sont sur installation septique dans le bassin versant. Il y a plus de 5000 maisons là, qui sont sur installation septique. Donc, ça aussi, ça a amené son lot de problématiques au niveau de la gestion. En fait, c'est vraiment une grosse gestion de ce parc-là. 5000 installations à surveiller dans le temps, s'assurer de son bon fonctionnement. C'est quand même un défi. Donc, c'est une des problématiques, mais aussi des solutions à mettre en place, ça va être de surveiller, de mettre en place des programmes pour s'assurer que ces installations-là soient conformes puis qu'elles fonctionnent très bien. Ensuite, une autre chose qu'on fait quand on aménage, bien, on a dit qu'on mettait des installations septiques, mais quand on n'est pas sur installation septique, on est sur usine d'épuration. Ces usines d'épuration-là, bien, ils vont quand même émettre des rejets dans l'environnement. Donc, une fois que l'eau est passée dans les bassins, qu'elle a été traitée, bien, en fait, il y a quand même un rejet dans les cours d'eau. Donc, il y a 2 municipalités sur le territoire. Il y a celle de Lac-de-L'Âge. Les usines qu'on voit là présentement, c'est celle qui est à Lac-de-L'Âge, mais il y en a une aussi à Stoneham. Donc, il y a 2 municipalités qui ont des usines. En fait, ce n'est pas des usines, c'est des stations d'épuration. Des fois, on reprend là-dessus. Donc, c'est des stations d'épuration. Ces stations-là sont conformes aux normes en vigueur, mais comme je vous dis, la réglementation fait qu'il y a quand même une possibilité d'émettre des rejets dans l'environnement. Si vous voulez avoir plus de détails, là, je n'irai pas dans le moindre détail de tout ce qu'on a expliqué dans la carte narrative, mais je vous invite à aller la lire suite à ma présentation. L'effet cumulatif. Ça, c'est une des choses que je pense qui est le plus important de comprendre, c'est que chaque personne compte, chaque geste compte, chaque nouvelle construction, chaque a un impact. Souvent, on se dit à notre échelle, j'ai pas d'impact, mais en bout de ligne, plus qu'on additionne sur le territoire des usages, que ce soit une nouvelle station-service, que ce soit une nouvelle sablière, une nouvelle résidence, à un moment donné, on se dit, écoute, tout d'un coup, ça va pas bien pour ce lac-là, ça va pas bien pour ce cours d'eau-là. Il y a de plus en plus d'inondations. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet d'accumulation. À un moment donné, c'est comme si, quand on a 45, 50 ans, on a fait le régime alimentaire qu'on a fait toute notre vie, mais à un moment donné, on dit ça nous rattrape. Bien, c'est la même chose pour un lac. Qu'à un moment donné, il y a trop d'apports en éléments nutritifs, quand il y a trop d'apports en polluants, à un moment donné, il n'est plus capable d'en prendre. Puis bien, il se met à avoir des apparitions de bobos comme
des grosses croissances de plantes aquatiques ou encore des efflorescences de cyanobactéries. C'est vraiment la problématique avec le fait que souvent on se dit, moi, ma partie, c'est pas grave. Ben, c'est qu'en bout de ligne, on est tous responsables. Moi-même, je suis citoyenne de ce monde, donc moi-même, je fais partie du problème. Je peux aussi faire partie de la solution, mais je pense qu'il faut qu'on ait conscient que c'est un effet d'accumulation sur le territoire qui a fait qu'à certains moments, il y a des signes de vieillissement pour un lac ou qu'il y a une problématique spécifique sur un cours d'eau. Encore une fois, je vous invite à vous promener dans la carte de narrative. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a comme usage sur le territoire, les hôtels, les stations-service, les endroits où on a déjà eu des sites contaminés là, qui ont été signalés. Donc, il y a plein de choses que vous allez pouvoir découvrir là, sur le territoire. Puis, n'hésitez pas, là, comme je vous dis, vous pouvez toujours aller de plus en plus proche en double-cliquant. Puis si vous voulez un petit truc puis que vous voulez revenir à l'origine, vous allez sur Maison, puis ça recule comme ça. Donc, vous allez voir, là, vous avez accès à une foule d'informations pour mieux comprendre le territoire. Une fois que je vous ai dit qu'il y a plein de choses sur le territoire, qu'on a déjà plusieurs contraintes, il y a le fait qu'il y a aussi les changements climatiques qui apportent son lot de contraintes présentement. Qu'est-ce que les changements climatiques vont apporter sur notre territoire? Bien, on le voit déjà. C'est quoi? C'est des pluies diluviennes à des moments hors de l'ordinaire, comme cette photo-là qui a été prise à Noël l'année passée, donc d'avant, où on a passé un 25-26 décembre dans les inondations, où il y avait de l'eau de manière incroyable sur le territoire. Donc, c'est ça que ça apporte. Ça apporte des précipitations éclairs qui vont apporter des inondations à des moments qu'on plus ou moins, c'est pas juste au printemps qu'on aura des inondations, ça peut être en hiver, ça peut être à l'automne. Donc, c'est une des problématiques que ça va nous apporter. Puis ça va aussi apporter des périodes d'étiage, c'est-à-dire des périodes de sécheresse où tout d'un coup, que ce soit en hiver ou encore en plein été, on n'aura plus d'eau. On n'aura plus d'eau. Puis ça, il y a une émission de la semaine verte en fin de semaine sur la disponibilité en eau au Canada où on pense qu'on a de l'eau à pu finir, mais c'est localement qu'il faut comprendre, puis avec des épisodes très précis qu'on va manquer d'eau. Donc, ça se peut que dans notre bassin versant, puis on le sait, l'Ouranos a fait des études sur qu'est-ce qu'il va avoir comme la modélisation dit qu'est-ce qu'il va avoir comme problème éventuel. Puis il va y avoir des moments de sécheresse éventuellement dans notre bassin qui va nous donner des épisodes où on va probablement manquer d'eau. Donc, c'est vraiment encore plus important de protéger nos milieux naturels dans ce contexte-là où on sait déjà qu'éventuellement, on va manquer d'eau. Si nos milieux naturels sont là, qui sont présents, ils vont pouvoir absorber l'eau et la relâcher tranquillement. Plus qu'on imperméabilise, je l'ai déjà expliqué, mais je vais le redire, plus qu'on imperméabilise un territoire, plus que l'eau s'en va directement au cours d'eau. Puis quand on est en période de sécheresse, ben, il n'y en a pas d'eau. Elle a été prélevée, elle est disparue. Donc, c'est vraiment une des choses au niveau des changements climatiques qui on le sait, là, c'est de plus en plus rapide. Puis, je l'ai dit, l'émission de la semaine verte explique très bien le phénomène. Et je pense que tout le monde devrait écouter cette émission-là pour bien comprendre les problématiques d'approvisionnement en eau. Donc, le lac Saint-Charles, il montre des signes de dégradation, de vieillissement. Puis, je l'ai dit aussi déjà dans les dernières minutes, il a fait plusieurs fois la manchette pour des épisodes de cyanobactéries ou de fleurs d'eau de cyanobactéries. On voit là, sur cette image-là, c'est quoi? C'est comme tous des petits points. Là, des gens pensent que ça peut être des petits pois, des mini pois. Là. Quand ça fait des floraisons comme ça devient des stries aussi. Là, on voit bien les stries. Et ces cyanobactéries-là peuvent émettre des toxines qui sont dangereuses pour les animaux qui iraient boire de l'eau directement dans la fleur d'eau. On a vu là en Ontario notamment des animaux morts suite à avoir été dans les lacs, dans les grands lacs où il y avait des grosses floraisons de cyanobactéries. Donc, c'est vraiment, pour un réservoir d'eau, d'avoir des efflorescences, ce n'est pas une bonne nouvelle.
l'année passée, là, on dit que depuis 2006, il y a eu jusqu'à 29 éclosions, mais le 29 éclosions est en 2021. Ça a été la fois où il y a eu plus d'éclosions, a été l'an passé. Pourquoi? Ben, on a eu un printemps hâtif. À partir de la, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais comme dans une semaine, il n'y avait plus de neige, là, puis les lacs étaient praticables, donc il n'y avait plus de glace sur les lacs. 3 semaines à peu près avant la moyenne. Puis, ben, il a fait chaud beaucoup l'année passée. Donc, ben, le lac s'est réchauffé plus rapidement, plus longtemps. Puis, ben, on a vécu beaucoup d'épisodes de floraison de cyanobactéries. Et puis, plus qu'il y en aura, plus que ça va être préoccupant pour la qualité à la prise d'eau. On a beau dire que le réservoir est à 11 km en aval de la prise d'eau, mais il peut toujours avoir un risque éventuellement pour la qualité de l'eau à l'entrée de l'usine. Pour l'instant, elle est de très bonne qualité, c'est surveillé, mais c'est inquiétant quand on pense que de plus en plus faire d'eau sur le lac Saint-Charles. Puis aussi, ce qu'il faut surveiller, c'est l'apparition et la croissance des plantes aquatiques. Les plantes aquatiques, ils ont explosé dans le lac Saint-Charles. Pourquoi? Bien, la première chose, c'est qu'il y a eu une introduction d'une plante exotique envahissante qui s'appelle le Myriophylle haïti. Fait que ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais c'est aussi parce que ben, on s'est retrouvé avec beaucoup d'éléments nutritifs qui ont les éléments nutritifs qui sont le phosphore et l'azote, nourrissent dans le fond la croissance des plantes aquatiques. Quand vous regardez sur une poche d'engrais, on voit c'est les 3 éléments, là, dont le potassium, le phosphore et l'azote. Et si ça fait croître les végétaux dans notre potager ou encore sur notre terrain, ça fait aussi croître les plantes aquatiques. Et dans le lac Saint-Charles, comme je disais, il y a eu une croissance excessive les dernières années là, des plantes aquatiques qui recouvrent maintenant une bonne partie du lac. Là, on dit environ 40% du lac. Mais en fait, l'objectif, c'est d'arrêter cette croissance fulgurante-là. Parce que quoi? Parce que quand on a autant de plantes aquatiques, bien, ça occupe de l'espace, donc la capacité de réservoir est quand même un peu moindre. Mais c'est aussi et surtout que plus qu'il y a de plantes, plus qu'ils vont se dégrader, plus qu'on va se retrouver avec éventuellement un milieu humide au lieu d'avoir un lac réservoir. Donc, c'est vraiment important d'essayer de diminuer au maximum cette croissance-là. Puis pour ce faire, bien, c'est les sources d'éléments nutritifs qu'il faut diminuer. Puis comme on n'a pas d'agriculture, parce que oui, au Québec, il y a des endroits où c'est l'agriculture qui prime, qui est problématique pour les lacs, mais dans notre secteur, bien, en fait, les éléments nutritifs les plus importants viennent des installations septiques et viennent de nos étangs d'épuration, des eaux, des stations d'épuration. Ensuite, il y a d'autres sources, évidemment, là, mais on sait par de nombreuses études que c'est les principales sources sur le territoire. Donc, on arrive à un concept qui s'appelle la capacité de support du milieu. C'est quand il y en a trop, finalement, le milieu, c'est quand il est plus capable d'en prendre. Bien, en fait, quand il montre des signes de vieillissement, comme quand il y a des explosions de plantes aquatiques, quand il y a des problématiques de cyanobactéries sur un lac, c'est qu'il montre des signes que la capacité de support est dépassée. Donc, comment faire pour l'étudier? On l'a étudié depuis déjà plusieurs années. Il y a des modèles sur la capacité de support des milieux. Je vous dirais que depuis 2007, il y a eu différents modèles qui ont été avec lesquels on a travaillé. Et ben, on sait là, que la capacité de support est dépassée et surtout, on sait qu'il faut travailler sur les OSI pour diminuer notre impact finalement en tant qu'humain sur le milieu naturel. Donc, quand une capacité de support est dépassée, l'objectif, c'est de diminuer et non d'en rajouter. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que nous, on travaille beaucoup là, au niveau des recommandations. Donc, aussi, au niveau des différentes actions qu'Agiro peut faire, parce que nous, on a une limite là, au niveau de la gestion du territoire, de ce qu'on peut faire,
Mais ce que Agiro fait au niveau de l'aménagement du territoire, c'est qu'on participe à différentes consultations. La première que moi j'ai participé, qui est très ancrée dans ma mémoire, c'est celle sur le bureau d'audience du BAP, mais il y en a eu d'autres avant que ça, que l'organisme a participé, dont les audiences génériques du BAP, qui a eu lieu en 98-99. Il y a eu une commission sur l'eau au Québec autour de ça, et l'APL avait participé à ce moment-là. Qui était vraiment sur l'eau en général, puis ça avait été déjà à ce moment-là, Agiro avait parlé justement des problématiques sur l'aménagement du territoire, puis de l'impact de l'aménagement du territoire sur la qualité de l'eau. Mais une des choses qu'on a fait, comme je disais, c'est qu'en 2005, on a participé aux audiences du BAP sur la construction et prolongement de l'autoroute 175 en disant que ça va avoir un impact sur le CIL. Donc, si vous voulez aller voir, vous avez le lien vers notre mémoire, puis vous allez voir que ce que je vous dis sur le fait que ça a augmenté suite à la construction, on l'avait comme dit, c'est ce qui allait arriver. Donc, on n'aime pas être prophète de malheur. L'objectif, c'est de s'assurer, avant que ça arrive, de ne pas causer de dommages à l'environnement. Aussi, en 2017, on a publié un rapport sur comment faire pour mieux aménager le territoire et améliorer la gestion des milieux naturels sur le territoire. Donc, vous avez aussi accès à ce rapport-là. Si vous cliquez ici, vous allez avoir accès. C'est faire autrement pour la protection des milieux naturels et de la ressource en eau. Ça a été fait par Jimmy Duchesneau, un employé qui était à ce moment-ci pour notre organisation, qui s'appelait l'APL à l'époque. Donc, aussi, les recommandations pour le futur. C'est sûr que l'objectif, c'est de travailler avec les parties prenantes parce que, comme j'ai dit, Agiro a sa capacité de travailler en aménagement du territoire très limitée. On peut faire des recommandations, mais l'objectif, c'est qu'il y ait une concertation avec les parties prenantes pour comprendre que pour faire du développement, on doit avoir une eau de qualité, on doit être capable d'approvisionner les gens. Puis comme il y a 300 000 personnes qui dépendent de cette eau-là de qualité pour survivre, mais aussi parce qu'il y a 45 000 personnes qui vivent sur le territoire, dont plusieurs ont des puits qui doivent avoir une eau de qualité, c'est sûr qu'il doit y avoir une concertation entre les parties prenantes, puis c'est déjà commencé. Il y a déjà des discussions en cours et tout ça, mais c'est une des choses qui doit être travaillée continuellement pour s'assurer que l'impact des aménagements et des projets sur le territoire soit de moindre impact possible pour assurer la pérennité de la ressource en eau. On dit aussi qu'on doit avoir un design et un aménagement avec des normes flexibles. Il faut tout d'abord penser toujours au territoire. Quand on veut développer, si notre territoire ne le permet pas, que les pentes sont trop fortes, qu'il y a trop de milieux humides, qu'il y a trop de cours d'eau, ça va être très difficile d'avoir aucun impact. Donc, il faut trouver les meilleurs endroits pour développer. Puis à ce moment-là, ça se peut que sur un immense lot, il y ait juste une petite portion de territoire qui soit possible de développer. Puis ça, ce concept-là fait qu'il faut avoir des normes flexibles parce que ça se peut que sur un grand territoire, ben, finalement, il y a plein d'endroits que c'est pas possible de développer sans impact. Donc, c'est une des choses qu'on a mentionné de nombreuses reprises par le passé que faut commencer par bien analyser son grand lot avant de déterminer si où on va positionner le développement, puis comment on peut le faire, puis pour avoir le moins d'impact possible. Donc, on va pouvoir ainsi réduire le ruissellement, puis avoir aussi éventuellement accès à des grandes superficies de terrain qui pourraient être un parc. Tu sais, quand on décide que ce bout-là de terrain n'est pas développable, bien, ça peut devenir un parc pour les résidences qui sont dans un secteur. Au lieu que chaque personne ait son grand lot, bien, les gens pourraient avoir des plus petits lots, mais avoir accès à un grand secteur là, pour aller marcher puis aller s'y ressourcer. Ça va diminuer les coûts de construction, notamment si on ne développe pas avec des problématiques là, de pente ou de milieu humide. Puis aussi, bien, on va se retrouver avec un milieu naturel de meilleure qualité. Une des choses aussi qu'on parle souvent pour améliorer la situation dans notre territoire, c'est l'écofiscalité ou encore on peut parler de services rendus. Donc, pour la Ville de Québec,
de ne pas développer dans le bassin versant de la prise d'eau, de diminuer au maximum le développement, ça a un avantage parce que ça va assurer la pérennité de la ressource en eau à long terme. Donc, il y a un principe d'écofiscalité. Il y a des endroits qui l'ont développé dans le monde où, ben, en fait, une municipalité peut donner de l'argent à une autre municipalité pour les services rendus en préservation des milieux naturels. Donc, notamment la ville de New York, que je vais parler tout de suite après, là, j'y viens, a utilisé ce système-là de redevance, je dirais, ou d'écofiscalité. Aussi, ben, en fait, la première chose à faire pour protéger un bassin versant de prise d'eau, que ce soit n'importe quelle prise d'eau, c'est vraiment de faire de l'acquisition de terrain, de s'assurer de protéger nos milieux sensibles, de faire des servitudes de conservation avec les groupes comme Conservation de la nature du Canada, Canards Illimité ou encore même le gouvernement. Il y a beaucoup d'endroits que j'y viens là, dans le monde où, dans le fond, les bassins versants de prise d'eau sont finalement des parcs, sont des milieux naturels. Donc, une des choses à faire le plus possible, c'est de faire de l'acquisition, c'est de protéger nos milieux naturels avant même de revenir en arrière dans le passé. Donc là, oui, notre territoire est déjà développé, mais comment faire pour faire autrement? Ça serait de créer éventuellement plusieurs aires de conservation, les rendre accessibles à la population, mais s'assurer de sa pérennité dans le temps. Ailleurs dans le monde, j'en ai parlé de la ville de New York. Donc, la ville de New York a décidé de ne pas investir sur une méga-usine, mais plutôt d'investir sur la protection à la source. Quand, en 1997, la ville de New York a commencé à avoir... En fait, il y a eu une entente en 1997 entre la ville de New York et les Catskills. À ce moment-là, il y avait déjà 26% du territoire des 3 bassins versants qui étaient protégés. Puis en 2019, 39% du territoire est devenu la propriété de la ville de New York qui était protégé. Donc, ils ont vraiment donné en 20 ans un grand coup pour augmenter le pourcentage d'aires protégées dans le bassin versant des Catskills. Pourquoi? Bien parce que c'est prouvé qu'en protégeant les bassins versants, on va s'assurer d'une eau de qualité. Puis, ben, c'est sûr qu'ils ont fait plein d'actions pour arriver aussi à améliorer la qualité de l'eau, que vous pouvez aller lire là, dans la carte narrative. Puis, on espère éventuellement là, pouvoir faire une présentation avec eux là, de toutes les actions qui ont été mises en place à New York pour arriver. Mais je vous dirais que c'est vraiment par choix qu'ils ont fait là, de protéger la source. Puis, pour les avoir vus en présentation, ils sont vraiment très convaincus qu'ils ont fait la bonne chose de protéger la source d'eau. Il y a d'autres endroits dans le monde qu'on pourrait nommer plusieurs. Là. On en a sélectionné quelques-unes sur la carte, des exemples. Donc, il y a Melbourne notamment, il y a Vienne en Autriche, il y a Sofia en Bulgarie, il y a Caracas au Venezuela et il y a Rio de Janeiro au Brésil, Tokyo au Japon. Il y en a plein. Au Zimbabwe, il y en a plusieurs exemples que vous allez pouvoir venir découvrir sur la carte narrative. C'est tous des exemples d'endroits dans le monde où ils ont des aires de protection dans leur bassin versant. Ils ont des statuts de préservation, que ce soit par des parcs nationaux ou d'autres statuts de préservation. Mais clairement que plusieurs endroits ont choisi qu'on aurait pu vous en nommer d'autres. Il y en a plusieurs, et que ce soit à Portland ou à Vancouver ou ailleurs, il y a Munich. On aurait pu vous en présenter plusieurs où ils ont des aires de protection dans leur bassin versant. Donc, en conclusion, il y a déjà beaucoup de choses qui se font pour protéger le bassin versant. Il y a eu des règlements de contrôle intérimaire que vous avez déjà certainement entendu parler. Il y a un programme de gestion des milieux naturels, il y a un contrôle de sédiments qui est fait sur les chantiers de construction, il y a un plan de végétalisation des bandes riveraines, on travaille beaucoup avec les riverains. Il y a déjà des écoroutes, il y a d'autres projets d'écoroutes à venir, mais il y a encore des choses à faire, dont notamment le raccordement, augmenter le raccordement,
un plus grand nombre de maisons autour du lac Saint-Charles. Il y a encore plusieurs maisons autour du lac Saint-Charles dans son bassin versant qui sont sous installation septique. Il y a aussi des étangs d'épuration des eaux qu'on pourrait raccorder à un réseau d'égout. Il faut continuer de diminuer les cils de voirie. Puis c'est un combat chaque année, parce que les années après année, si les gens changent sur le territoire, si les contracteurs changent, il y a toujours des modifications. Donc, il faut toujours redoubler d'efforts pour diminuer au maximum l'utilisation des cils de voirie. Puis les abats poussières aussi en été sur les chemins en gravier. On demande de diminuer ça. Donc, aussi, d'augmenter au maximum le couvert forestier à Giroplante. Vous nous aidez à planter, vous achetez des plants chaque année. Mais c'est une des choses qu'on souhaite continuer. On a des discussions en cours présentement pour augmenter cette capacité de reboisement du territoire. Donc, il y a des discussions avec des partenaires financiers. On souhaite vraiment que ça se concrétise. Limiter l'imperméabilisation des sols et améliorer la gestion des eaux pluviales. Donc, je me répète, je l'ai déjà dit dans les dernières minutes. Donc, je veux terminer avec une citation du laboratoire des lacs alpins parce que, en même temps, ça me donne espoir que c'est possible de rétablir un lac. J'ai été par le passé plusieurs fois en Suisse, puis en France, puis ailleurs, visiter en Allemagne, visiter des endroits où ils ont réussi à rétablir la santé des lacs. Puis, je pense que cette citation-là fait du bien à lire, malgré le fait qu'ils disent aussi qu'ils ont des petites problématiques, là. Mais je vais vous la lire. Malheureusement, il est parfois un fossé entre révéler, diagnostiquer et guérir, comme l'a montré les fameux épisodes de l'eutrophisation de nos lacs et les 40 années écoulées entre l'alarme, autour des années 70, par des pêcheurs, des scientifiques, des ONG et des élus, l'action publique et la rémission actuelle, due aux investissements publics par épuration des eaux usées dans tout le bassin versant, y compris ses parties les plus amont. Sans ces actions, nos lacs auraient la couleur de la soupe de cresson et l'odeur d'une mare croupissante. Cette histoire moderne du lac Léman, faite de pollution et d'actions de restauration, est assez représentative de ce qui est arrivé à presque tous les lacs de la planète situés dans les zones développées. Il ne s'agit pas d'une longue histoire tranquille et malgré le succès obtenu dans les grands lacs alpins, elle n'est pas terminée pour autant. La plupart de nos systèmes lacustres sont en convalescence, affaiblis peut-être par l'érosion de leur biodiversité, la dégradation de leurs habitats, la rétention des stocks de polluants, pas totalement inactivés, ils vont devoir faire face à de nouvelles agressions. Notre objectif est de les anticiper en prenant en compte notamment l'inquiétude des changements climatiques et l'écotoxicité des micropolluants émergents, pesticides, résidus, médicaments, nanoparticules et des centaines de molécules nouvellement mis à la disposition à tous chaque année, en dépit des principes de précaution. Donc, je trouve qu'il y a quand même un espoir. Ça dit qu'en Europe, plusieurs lacs ont réussi à se rétablir parce qu'ils ont travaillé sur l'assainissement des eaux usées. Donc, c'est une chose qu'on recommande de travailler aussi de notre côté, d'améliorer l'assainissement de ce territoire. Puis, ça dit aussi qu'il faut toujours rester vigilant parce que les nouvelles agressions, finalement, peuvent apporter des problématiques au niveau, dans le fond, des fois, on porte des bonnes actions, mais si ces actions-là sont perturbées par des nouvelles actions, bien, on va se retrouver avec, encore une fois, d'autres problèmes à régler. Donc, ça fait le tour pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Je sais que j'ai fait un peu long ce midi. Je pense quand même que cette carte narrative-là est très importante. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. On a encore 15 minutes. Et merci Mélanie pour cette belle présentation. Comme tu as dit, c'est un sujet qui est vraiment intéressant et d'actualité. D'ailleurs, pas plus tard que cette semaine, vous avez sûrement vu passer le nouveau rapport du GIEC. Puis l'aménagement du territoire, c'est toujours un sujet qui revient dans l'actualité. Puis je pense que ta présentation a été tellement claire que pour l'instant, on n'a pas de questions. Mais on peut attendre encore peut-être une minute, voir si des gens vont se manifester. On pourra leur répondre. Effectivement que les derniers jours sont assez inquiétants. En fait, on le savait, là, on savait ce que le GIEC allait dire, là, mais on sait qu'on connaît les solutions, mais
disons que tout regarde assez mal. Puis la pression politique, puis le fait qu'on est en pandémie, puis qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a vraiment une situation il y a des enjeux qu'on doit adresser, puis il y a des actions qu'on doit mettre en place. Puis il faut vraiment que aussi, j'ai fait une lettre là, le 22 mars dernier à l'intention des candidats aux élections provinciales. Il y a plusieurs enjeux à régler aussi au niveau provincial pour améliorer, faciliter l'acquisition de terrain, faciliter aider à la protection des milieux humides. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là, qui doivent être mis en place, je dirais, et des actions. En fait, tout le monde peut faire la différence, autant que ce soit les élus provinciaux que les élus municipaux, que nous, à notre échelle, chaque personne peut porter des gestes pour la protection des coraux. Puis, c'est imbriqué, hein, les changements climatiques vont avoir un impact sur la qualité de l'eau. Donc, on doit protéger l'environnement en général pour protéger l'eau. On a une question ici de Louise. Elle se demande, on a fait l'échantillonnage des installations septiques à Stoneham dans les 2 dernières années. Puis, Louise se demande si le rapport va être maintenant disponible. En fait, le rapport est maintenant à la propriété de la ville de Stoneham. On l'a remis. Donc, si vous avez des questions maintenant, pour les poser aux élus de la municipalité ou à la municipalité directement, le travail a été remis fin janvier. Bien, merci encore, Mélanie. Je pense qu'on va pouvoir clore la présentation, peut-être en invitant les gens aussi à suivre nos réseaux parce que cette année, on va présenter encore d'autres belles cartes narratives. Donc, j'inviterai les gens à rester à l'affût de nos réseaux. On va en parler, puis vous allez pouvoir découvrir plein d'autres sujets. Moi, je vais profiter, je vais faire le dernier mot pour te remercier du travail que tu fais pour les cartes narratives. Je pense que c'est un super outil de vulgarisation. Ça met en valeur toutes les données que Agiro possède. C'est sûr qu'on n'a pas toutes les données, mais il y a beaucoup de données que vous avez accès via ces cartes narratives-là qu'on vous donne accès. Puis aussi, à Maïka qui a collaboré, là, on voit à la fin de la carte narrative ceux qui ont collaboré à la rédaction, puis le fait qu'on a des contributeurs. Là. Donc, c'est Maïka Leclerc-Gagné qui a aidé à l'écriture, et puis Gabrielle, Mélanie, Jean et moi pour le contenu, la révision. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions aussi de nouvelles cartes narratives, si vous avez des suggestions d'ajout d'informations que vous souhaitez avoir sur nos cartes narratives, sont en évolution constante, toutes les cartes narratives. Ça se peut que parfois, il y a même des formats qui changent à l'occasion, puis on ne dit pas. Fait que si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas, puis posez-nous vos questions. On va pouvoir ajuster nos cartes. Donc, bonne fin de journée à tous. Merci. Bonne fin de journée tout le monde.